Alors que les discussions entre Londres et Bruxelles sur le Brexit ont repris mardi, les partisans des deux camps n'en finissent plus de s'affronter. D'un côté, le Premier ministre britannique qui plaide pour un soft Brexit pendant que d'autres veulent une rupture claire avec la politique de l'Union européenne. Une bataille qui devrait se poursuivre jusqu'à l'accord final de mars prochain. Révolutionnaire, économique et écologique, la voiture électrique suscite un véritable engouement, mais derrière le concept séduisant, les réalités environnementales et stratégiques semblent plus complexes, voire alarmantes. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Brexit excite toujours les esprits. Alors que l'échéance finale avance à grands pas, les négociations viennent de reprendre entre Londres et Bruxelles. Pour cette dernière ligne droite, les soutiens et les opposants à la sortie de l'Union européenne s'en donnent à cœur joie. La bataille du Brexit repart de plus belle. Mardi, les négociations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne ont repris. D'un côté, Michel Barnier pour Bruxelles, de l'autre, Dominic Raab, le successeur de David Davis, au poste de ministre du Brexit. Ce dernier, quoique moins radical que son prédécesseur, s'oppose considérablement au Brexit soft prôné par Theresa May. Si les plus optimistes espéraient qu'un accord entre les deux parties serait trouvé avant le 18 octobre pour le prochain Conseil européen, tout porte désormais à croire qu'il faudra attendre le suivant de décembre, sauf à organiser une rencontre extraordinaire entre les deux rendez-vous. Mais quoi qu'il en soit, la date se rapprocherait dangereusement du coup de sifflet final de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union, prévu pour le 29 mars 2019. Et avec le temps qui court, ceux qui voient avancer le Brexit à contre-cœur font quelques vaines tentatives pour faire marche arrière. C'est notamment le cas de Julian Dunkerton, cofondateur de la marque de vêtements britannique Superdry. Le patron a proposé de verser 1 million de livres, un peu plus d'1 million d'euros donc, pour organiser un nouveau référendum sur la sortie de l'UE. Une proposition qui devrait rester lettre morte tant elle serait synonyme de déni de démocratie. Pour autant, tous les coups sont permis pour les opposants au Brexit qui font le maximum pour effrayer la population sur les possibles conséquences de la sortie. Et pour cela, tout y passe. Dans la campagne ensoleillée du Kent, dans le sud de l'Angleterre, la récolte des fraises bat son plein. Mais cette année, certains fruits pourraient bien ne pas être ramassés à temps, faute de main-d'œuvre. L'an dernier, il y avait encore 4 ou 5 candidats pour un poste. Cette année, on est obligé de leur courir après. Donc il est clair que le marché du travail est en train de se resserrer. Le marché du travail se resserre. Autrement dit, c'est la fin du dumping social et les sociétés britanniques vont peut-être devoir augmenter un peu les salaires pour recruter. Par ailleurs, le taux de chômage vient encore de baisser pour atteindre cette fois les 4% du jamais vu depuis 1975. Mais les médias préfèrent éviter ce genre d'informations au profit d'une propagande bruxelloise bien rodée. En plus de l'incertitude liée à la situation dans le pays, la baisse de la livre sterling rend les salaires moins attractifs. Et les travailleurs étrangers craignent également d'être la cible d'agressions xénophobes. Si le Brexit a vraiment lieu, la plupart des Roumains qui sont ici, en Angleterre, iront dans d'autres pays. Ou alors ils resteront en Roumanie pour lancer leur propre entreprise. Ah oui, ça a un sacré sale coup. Et si les derniers stratagèmes des européistes semblent s'en donner à cœur joie, les partisans d'un Brexit dur veillent au grain. Si David Davis et Boris Johnson ont déjà quitté le gouvernement pour manifester leur désaccord avec la politique de Theresa May pour finaliser la sortie de l'UE, Nigel Farage, patron du UKIP, a fait savoir qu'il pourrait revenir dans le jeu politique s'il estimait que la volonté des Britanniques n'était pas respectée. Évasion, agression et surpopulation, les problèmes dans les prisons françaises se multiplient. Alors que le fonctionnement même des centres pénitentiaires est remis en cause, Nicole Belloubet, le ministre de la Justice, ne semble pas prendre la mesure du problème. Thibaut Bastide. Péril dans la demeure, près de 2 mois après la spectaculaire évasion du célèbre braqueur Redouane Faïd, les doutes planent autour du fonctionnement des prisons françaises. Alors que la surpopulation carcérale a battu un nouveau record avec plus de 70 000 détenus pour seulement 59 000 places disponibles, la sécurité des établissements est de nouveau pointée du doigt. En cause, la recrudescence des tentatives d'évasion, la multiplication des agressions de surveillants et bien sûr la prolifération des téléphones portables.
Depuis le début de l'année, 12 prisonniers se sont évadés d'un centre de détention, un chiffre relativement stable ces dernières années, mais 4 fois plus important qu'en Allemagne. Et ce ne sont pas les timides interventions du ministre de la Justice, Nicole Belloubet, qui vont changer la donne. En effet, le garde des Sceaux est sous le feu des critiques après un été noir dans les prisons françaises. Malgré une augmentation sensible du budget de la sécurité pénitentiaire depuis 2015, les aménagements réalisés pour pallier les faiblesses sécuritaires n'ont pas été faits dans toutes les prisons et sont même parfois déjà obsolètes. D'ailleurs, lors de chaque tentative d'évasion, des défaillances sont constatées. Dans la maison d'arrêt où se trouvait Redouane Faïd à Réau en Seine-et-Marne, la cour d'honneur n'est pas munie de filets de sécurité. À Colmar en Alsace, l'alarme du toit ne s'est pas déclenchée. Cerise sur le gâteau, le 23 juillet dernier à Fleury-Mérogis en région parisienne, une femme s'est extraite de sa cellule par la fenêtre qui n'était pas équipée de barreaux. Ainsi, l'état des prisons est pointé du doigt. Des lieux de détention pas adaptés à la dangerosité de détenus particulièrement signalés. Vétusté et conditions d'incarcération régulièrement dénoncées par la Cour européenne des droits de l'homme, sans oublier le déficit de surveillants. D'ailleurs, ces derniers sont régulièrement la cible de représailles, en témoignent les incendies des voitures de surveillants devant la prison de Fresnes la semaine dernière. Si l'évasion de Redouane Faïd a fait sortir Nicole Belloubet de sa torpeur, le projet de loi de programmation et de réforme pour la justice qui doit être présenté au Sénat le 9 octobre a été revu à la baisse. Ainsi, le texte prévoit la création de 7000 places de prison d'ici à 2022, la suppression des peines les plus courtes et vise à encourager les magistrats à prononcer des peines alternatives à la prison, des mesures qui demandent du temps pour être mises en place alors que les syndicats pénitentiaires ont depuis longtemps tiré la sonnette d'alarme. Afin de faire bouger les lignes du gouvernement, ils envisagent de reprendre leur mouvement social à la rentrée. Le 21e siècle, le siècle de la voiture électrique, c'est en substance ce que l'on s'imagine depuis les dernières avancées technologiques et pourtant, ce véhicule pose de nombreux problèmes, aussi bien stratégiques qu'écologiques. Olivier Frère-Jacques. Trous dans la couche d'ozone, pollution de l'air, maladie des populations urbaines, la voiture à essence semble devenir peu à peu l'ennemi à abattre. Avec 47 agglomérations de plus de 10 millions d'habitants à travers le monde, la question automobile devient un problème de santé publique un peu partout sur la planète. Et la solution à tous nos maux semble toute trouver, le véhicule électrique. Avec lui, plus de soucis, pas besoin de se procurer la coûteuse essence négociée avec les pays du Golfe notamment. Dans ce contexte, l'Allemagne et les Pays-Bas entendent bannir la voiture à essence d'ici 2025. En France, on parle plus prudemment de 2040, quand le géant chinois envisagerait plutôt les années 2030. Pour faciliter la transition, des États ont d'ores et déjà recours à des incitations fiscales, comme aux États-Unis, où l'on peut bénéficier d'un abattement fiscal allant jusqu'à 7 500 $. Il existe également des incitations pratiques, comme en Californie et dans certaines agglomérations chinoises, où des voies sont réservées pour les véhicules électriques. Le marché de l'électrique suscite un tel intérêt que les prévisions le font passer de 1% du marché mondial à 43% des ventes en Europe et 36% en Chine d'ici 2025. Problème, l'enthousiasme provoqué par la voiture électrique occulte les nouvelles pollutions et les dépendances géopolitiques que cette nouvelle révolution automobile implique. Ainsi, Carlos Tavares, patron du groupe PSA, met en garde contre l'emballement et le manque de recul sur ces technologies. En effet, le passage à l'électrique implique une modification massive de notre consommation de ressources naturelles. L'électrique utilise ainsi une trentaine de métaux rares comme le gallium, le tantal, le cobalt, le platinoïde, le tungstène ou encore les terres rares. Autant de métaux dont l'extraction a lieu sur tous les continents sauf en Europe et en Amérique du Nord. Et l'extraction de ces métaux relève de processus très polluants, avec à la clé des régions dévastées comme en Chine, dans la région autonome de Mongolie intérieure où la ville de Dalai est désormais surnommée village du cancer, une extraction écologiquement dévastatrice mais aussi stratégiquement dangereuse. La Chine, détenant 79% des terres rares, serait ainsi en position de force. L'Australie tirerait aussi bien son épingle du jeu quand la République démocratique du Congo deviendrait une place centrale avec ses près de 60% de part de la production mondiale de cobalt, une production dont la Chine rachète 80% du total.
En 2020, on estime que 4 batteries au lithium sur 5 seront fabriquées dans l'empire du milieu. Et pour l'extraction de ces précieux métaux, les Chinois ont eu recours massivement à des technologies occidentales habilement subtilisées à la faveur du système de co-entreprise qui impose plus de 50% de parts appartenant à des Chinois. Le renouvellement du parc automobile mondial en électrique ne se fera donc pas sans changement économique et stratégique majeur, avec en prime un grave risque écologique, non seulement en amont, avec l'extraction des métaux, mais aussi en aval, puisqu'il est aujourd'hui complexe de se prononcer sur les épaves électriques. Tout aussi inquiétant, la création d'une vulnérabilité commerciale de la part des États occidentaux vis-à-vis notamment de la Chine. Face à cela, Bruxelles a annoncé en octobre 2017 la création d'une alliance européenne des batteries. Le Japon a pour sa part misé sur des modèles dotés de piles combustibles. C'est le cas de Toyota et de Samurai, ou encore de l'hybride rechargeable Prius. Et on reste avec Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. À chaque jour suffit sa peine pour le média. En grande difficulté, la web télé lancée depuis moins d'un an continue de se déchirer en interne après avoir quitté la structure en mauvais termes. L'ancienne directrice de campagne de Jean-Luc Mélenchon, Sophia Chikirou, a été mise en demeure par les 2 autres cofondateurs du média. Ils l'accusent d'abus de biens sociaux et exigent le remboursement d'un paiement de 64 000 € effectué le 25 juillet par le média via la société de production à laquelle est liée Sophia Chikirou. Gérard Miller et Henri Poulain menacent de porter plainte contre elle si elle ne donne pas suite à ces requêtes d'ici le 31 août. Françoise Nyssen, à nouveau épinglée pour une petite magouille. Le ministre de la Culture du gouvernement, Philippe, aurait ainsi fait agrandir de 150 mètres carrés les locaux de la maison d'édition Actes Sud dont elle était présidente jusqu'en mai 2017. Des travaux faits sans aucune autorisation ni aucune déclaration au fisc. Cette information, révélée par le Canard enchaîné, n'est pas une première pour ce ministre déjà mis en cause dans une affaire similaire fin juin pour des faits remontant à 2011. Acte de vandalisme antichrétien en Vendée. Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 août, des riverains ont découvert une statue de la Vierge à l'enfant décapitée. Une dégradation qui s'est déroulée à seulement 150 mètres de la gendarmerie. Paroissiens et riverains se sont mis en quête des têtes manquantes aux statues, en vain. La statue étant la propriété de la ville, c'est donc la commune qui devra porter plainte. Cette dégradation s'inscrit dans une tendance lourde d'attaque contre les lieux de culte catholiques en France. Vous pouvez retrouver les chiffres précis sur le site christianophobie.fr, des chiffres largement supérieurs numériquement et proportionnellement à ceux touchant des lieux de culte islamiques et israélites. Le système judiciaire américain suspend la légalisation des logiciels d'impression d'armes à feu. Un tribunal fédéral de Seattle, dans l'État de Washington, a suspendu au niveau national la légalisation de l'impression 3D d'armes à feu. Une suspension qui intervient alors que le gouvernement américain et l'organisation Pro-Arm Defense Distributed s'étaient mis d'accord sur un accord portant sur l'autorisation à tout Américain doté d'une imprimante 3D de pouvoir télécharger un fichier pour fabriquer une arme. Le président Trump, pourtant pas hostile au port d'armes, est également sceptique sur la question. Du côté des défenseurs de l'arme 3D, on retrouve des mouvements libertariens ou encore le charismatique crypto-anarchiste Cody Wilson. Des touristes bobos veulent faire taire les cigales à Beausset dans le Var. Un élu a poussé un coup de gueule contre les touristes qui lui demandent de limiter les nuisances sonores générées par le chant de ces petits insectes. Certains auraient même aspergé les arbres d'insecticides pour faire taire les cigales. Que ce tas d'abrutis se rassure, en septembre, ils retrouveront les charmes du RER et ses nuisances sonores, olfactives et visuelles. C'est bientôt la fin de cette édition. Dans un instant, retrouvez les meilleurs moments de l'émission Les idées à l'endroit, présentée par le philosophe Alain de Benoît. Et puis tout de suite, c'est le moment de la chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. Et à présent, c'est le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir.
15 août, chez nous, comme dans nombre de petits villages de campagne, est l'occasion de divertir les gens du coin et les visiteurs au moyen des fameuses animations. Vous savez, mais comme nous sommes un tout petit village, l'animation estivale annuelle, outre le repas du 15 août dans les rues, c'est l'exposition. Une exposition de quoi, allez-vous me dire? Eh bien de tout, de toutes les expressions artistiques, des peintres aux photographes, ce qui permet à 5 ou 6 personnes de montrer leurs travaux, de les vendre parfois dans des locaux privés, sans aucune subvention de la mairie, sans même le secours d'une association. Et là, quand vous avez fait partie toute votre vie des listes de contacts de l'art contemporain, parce que vous avez dirigé par exemple des centres culturels à l'étranger, vous vous retrouvez entre deux mondes, celui des gens qui font de l'art en bricoleur, en décorateur, en amateur, et qui ne touchent pas un sou, et pour qui le seul moment de l'année où ils peuvent vendre leurs aquarelles représente la seule satisfaction d'amour-propre, et celui des artistes ultra subventionnés par le Conseil général, les fracs, les dracs, les galeristes, les chroniqueurs vendus aux collectionneurs. Et ce sont là des gens qui ont souvent à peine l'âge d'un garde du corps à l'Élysée, si vous voyez ce que je veux dire, et dont les appuis sont tout aussi opaques. Mais je m'étais juré de ne pas parler de cette affaire, donc je vous propose plutôt un paradoxe, une opposition entre deux artistes, l'un qui exposait le 15 août chez nous à Campagnol, et l'autre qui exposait dans le cloître d'un grand centre culturel européen dont j'étais le directeur il y a une quinzaine d'années. Le premier artiste, celui de Campagnol, est un vieux moustachu nommé Cyprien qui a 3 filles, une grande maison, une petite retraite et qui fait des santons de 20 cm à la manière napolitaine, en terre cuite, admirablement sculpté, revêtu de vêtements taillés par sa femme. Il fait aussi des tableaux réalistes qui servent de décor à ses crèches, à ses scènes provençales. Il vend assez peu, mais à des avocats, des médecins collectionneurs. Sa terre lui est fournie par une briqueterie à côté. Ses peintures sont entièrement récupérées chez des professionnels. Et pour les vêtements, il taille dans de vieilles chemises. Mais il n'a jamais touché un sou d'argent public, évidemment. Maintenant, tournons-nous vers l'autre artiste auquel je pense, et si j'y pense, c'est donc pour avoir été obligé de l'exposer dans une salle énorme d'une grande ville européenne, parce que le ministère des Affaires étrangères avait décidé qu'il devait représenter la culture française. Donc le type avait 25 ans tout au plus, et non 75, un petit museau, une petite barbe de 4 jours, des petites épaules. Et ce jour-là, celui de notre rencontre, il débarque par l'avion de 13 heures, un mois environ avant le début de l'exposition. Je le pose à son hôtel, je l'attends dans mon bureau, et la première chose qu'il me dit, c'est qu'il voudrait changer de chambre parce que la sienne est trop petite. Ensuite, il m'indique que son œuvre requiert la mise en route d'un dispositif électronique qui commande toute la journée les stores électriques sur les 8 fenêtres de la salle, qui fait elle-même 6 mètres de plafond. Dans la salle, il me montre les plans, il y aura des filets de tennis, de volets tendus avec des pierres accrochées au mailles du filet. L'œuvre a déjà été exposée au Centre Pompidou, il me montre les photos. Le texte parle de propositions ambitieuses qui inscrit la matière dans le champ d'un réel quadrillé. Enfin, j'imagine que c'est une allusion au filet. Et en tout cas, ce type faisait l'objet de toutes les attentions. L'ambassade m'avait écrit 3 fois pour que je le traite bien. Elle avait ajouté 20 000 € au budget rien que pour lui. Le gars est revenu 2 fois de Paris avant le début de l'expo, dont une avec des ingénieurs qui ont mis au point le dispositif de montée et de descente des stores. Le tout sur EasyJet, payé sur le budget du centre. Ensuite, sa plaisanterie l'a grillé 2 des moteurs des stores électriques, coût 500 € chacun, qui n'a pas payé évidemment. Ensuite, le jour du vernissage, le bruit des stores qui montait et qui descendait a paru insupportable à tout le monde. Donc je l'ai fait arrêter. Il m'a accusé de porter atteinte à l'intégrité de son œuvre. Ensuite, il a fait imprimer ses explications à la noix sur papier glacé pour parler de la démarche, mais il n'a pas voulu me montrer le texte. Résultat, 2 fautes énormes dans le titre. Je vous passe les tarifs de l'assurance pour le transport des filets de volley-ball et des 50 cailloux dans des caisses. Et pour finir, non seulement il s'est fait un argent fou sur cette opération, en vendant des croquis préparatoires à des gens du genre François Pinault, mais l'ambassadeur est venu en personne pour se faire photographier avec lui. Alors quand je regarde les santons, les photos, les tableaux du vieux Cyprien qui expose à Campagnol, je me dis qu'il y a décidément 2 France et une qui nous fait honte. Devinez laquelle?